Hello, hello. Donc ça c'est pour les Français par rapport à la ménopause. J'ai eu beaucoup de demandes évidemment par rapport à comment j'ai vécu cette période de la ménopause. Il y a beaucoup à dire, c'est un peu loin maintenant. En fait, ça a duré 10 ans. Donc je ne veux pas vous décourager, hein, mais ça a duré 10 ans. La question que j'ai souvent, c'est si j'ai pris des hormones synthétiques, des suppléments hormonaux. Non, je n'en ai pas pris. J'ai été aidée en acupuncture, en homéopathie, en médecine énergétique. Toutes ces choses qui sont... en fait, il faudrait avoir notre être pris par différentes approches pour pouvoir vraiment soulager d'une façon naturelle. C'est pas en disant je fais ça ou ça ou ça. Non, c'est un tout. J'ai aussi beaucoup appris parce que je me suis intéressée bien évidemment à la nourriture. Et en fait, j'ai découvert que l'ennemi, si on peut dire, durant la ménopause, c'est surtout le sucre. Je le savais déjà puisque mon ami ostéopathe et qui est aussi mon mentor, dont j'ai suivi les cours pendant de nombreuses années à Paris, m'avait dit ça. Il m'avait dit le sucre qui est transformé, pas le sucre des fruits, à moins d'en manger trop, mais le sucre des fruits, le sucre naturel, on en a besoin et ça donne de l'énergie. Donc ça, c'est pas à supprimer, mais c'est tous les sucres transformés. Les confitures achetées toutes faites, les gâteaux achetés, les choses qui sont du commerce industriel et transformé. Et aussi, moi j'ai découvert, puisque en fait je buvais quand même un verre de vin rouge, parce que je préférais le vin rouge à chaque repas. Et quand j'ai commencé à être ménopausée, je n'ai plus pu en boire. Ça me fatiguait énormément et ça fait sens, c'est par rapport au tanin et par rapport au sucre. Et je n'ai pas bu une goutte de vin rouge pendant 7 ans. Donc je me demandais comment j'allais faire, mais en fait ça ne me dérangeait pas du tout parce que j'étais tellement mal quand j'en buvais que j'avais vraiment pas envie d'en boire. Et ça a duré, oui, pendant 7 ans. En fait, c'est quand même la période où j'ai découvert le whisky. Donc, je me suis pas, je dirais, mise au whisky, mais j'ai commencé à prendre plus du vin blanc, que je ne prenais pratiquement jamais. Le champagne ne me réussissait pas non plus. Et de temps en temps, j'aimais pas du tout le whisky avant. Et en fait, j'ai découvert le whisky et ça me convenait très bien. Donc voilà, et du coup, de temps en temps, je prends un whisky. Ça a commencé quand j'avais environ, juste avant d'arriver à New York, il y a 20 ans, donc j'avais environ 42-43 ans. J'ai eu les premiers signes où mes règles étaient irrégulières. Et alors que moi j'étais réglée très régulièrement, des règles pas douloureuses, donc je ne pouvais pas ne pas le remarquer. Donc là ça a commencé avec des règles pas régulières et pas très abondantes, enfin c'était par intermittence. Ce que j'ai fait, j'ai vu avec ma gynécologue, il m'a dit bon ça doit être, on a fait des examens, il m'a dit effectivement les taux d'hormones ont changé, donc on peut travailler ça pour aider avec des plantes. Donc ma gynécologue à l'époque à Paris, puisque quand j'étais à New York, je venais 4 fois par an à Paris et j'en profitais pour voir tout mon petit réseau de médecins parallèles qui me suivaient depuis des années, qui m'aidaient, qui m'accompagnaient. Et donc, je voyais ma gynécologue et elle me prescrivait des teintures mères de plantes. Je ne pourrais pas vous dire lesquelles, j'ai complètement oublié. Et il y avait de la mamélis, il y avait, je ne me souviens plus. Pour être honnête, je ne me souviens pas. Et de toute façon, c'était en fonction de mon terrain. Donc ça, c'est en fonction de chaque individu. Et c'est pour ça, je le dis tout le temps et je le redis, il faut que vous trouviez ce qui est juste pour vous, avec l'aide de tous ces thérapeutes autour. Si vous n'êtes pas capable de trouver par vous-même, et c'est difficile,
parce que c'est quand même bien d'avoir des indications par rapport aux plantes ou en homéopathie, ce qu'on peut prendre, et aussi avoir des suivis en acupuncture qui aident vraiment beaucoup. J'ai eu également du Reiki quand j'étais à New York. En fait, quand je suis arrivée à New York il y a 20 ans, ça faisait déjà 1 ou 2 ans que ça avait commencé, et là, peut-être, oui, ça a commencé en 2000 à peu près. J'avais des idées de morbide. Et ça me surprenait parce que moi, je ne suis pas du tout dans ces scénarios-là. Donc, je me demandais qu'est-ce qui m'arrivait, d'où venaient ces idées de mort. C'était pas angoissant, mais c'était toujours présent. Et en fait, comme j'ai travaillé donc pendant plusieurs années en symbolique, avec le symbolisme du corps humain, je comprenais que je dirais mon âme ou mon être intérieur me montrait, au travers de la transformation qui se passait dans mon corps, que c'était la fin d'un état. Donc c'était la mort d'un état. Donc pour moi, toujours par rapport à la symbolique, si c'était la mort d'un état, c'est qu'il allait y avoir une renaissance. Donc déjà, comme j'ai toujours été intéressée par le fonctionnement du corps humain, par les mystères du corps humain, et j'ai toujours observé que chaque fois qu'il y avait une difficulté, que j'avais une difficulté dans le corps, en fait, c'était pour que je mette mon attention quelque part. Je savais, j'avais entendu bien évidemment parler de la ménopause, et aussi j'avais entendu parler de la ménopause de façon très négative. Mais moi, je cherche toujours qu'est-ce qu'il y a dans le côté caché. Et c'est toujours un état d'esprit. La façon de prendre les choses, ça dépend comment vous les prenez avec votre mental, avec ce que vous avez dans la tête. Moi, quand j'ai commencé à avoir ces idées noires, donc j'ai travaillé au niveau du symbole. J'ai compris que c'était la fin d'un cycle, la mort d'un cycle en moi. Et en fait, ça m'a aidé parce que ça permet de prendre du recul, d'être plus en tant qu'observateur qu'en victime, qu'en tant que victime. Donc je n'étais pas victime d'un phénomène naturel, puisque c'est un phénomène naturel. Donc ça, c'est aussi important d'avoir ça à l'esprit. Des millions et des millions de femmes sont passées par ça. C'est pas agréable, mais ça peut être moins désagréable selon l'état d'esprit avec lequel on aborde ce sujet. Maintenant, moi j'ai choisi de me faire aider naturellement parce que ça va aussi avec ma façon de me soigner depuis très 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 longtemps. Et je ne voulais pas prendre de chimie parce que pour moi c'est un phénomène naturel et je ne voulais pas entraver le processus naturel qui se passait dans mon corps. Mais je voulais être aidée, accompagnée. Donc, avec ces aides, ça m'a permis, en fait, et avec mon état d'esprit, j'ai pris tous les points qui sont négatifs, qui sont présentés comme négatifs, et j'ai vu le côté positif pour moi. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est pour vous la même chose. En fait, par exemple, donc, j'ai déjà parlé du côté de la mort et des idées de mort et tout ça. Donc ça m'a permis de prendre la distance et que ça m'affecte moins parce que je l'observais comme un train qui passe, je dirais. Et il y avait la chose qui était la plus ennuyeuse pour moi, c'était la nuit, la transpiration. J'ai transpiré comme jamais de ma vie j'ai transpiré, au point que des fois j'étais obligée de changer mon lit dans la nuit. Et moi qui dors nue, j'étais obligée de dormir avec un pyjama, un jogging en coton pour absorber. Et des fois, j'étais complètement trempée, mon oreiller trempé, tout trempé. Donc il m'arrivait d'être obligée de changer. Ça a été pas très agréable. Mais je me suis dit, en fait, le bon côté de ça, c'est que ça nettoie mon corps, ça nettoie ma peau. Et je l'ai pris comme si on va au sauna ou un cleansing, je l'ai pris comme ça. Et donc, ça s'est estompé, ça a duré peut-être sur 2-3 ans. Les idées de mort aussi, au début. En même temps, comme j'étais à New York, j'avais une amie qui m'avait mis en contact avec une femme qui fait du Reiki, qui avait 10 ans de plus que moi. Et elle m'avait dit, donc elle faisait du Reiki et de l'acupuncture. D'ailleurs, j'ai fait mon premier de Reiki avec elle.
Et elle m'avait dit, tu verras, ça va durer un certain temps, mais après, l'énergie va revenir comme jamais tu l'as eu avant. Et en fait, c'est vrai, c'est différent. Entre-temps, on apprend vraiment à écouter son corps, à être beaucoup plus présente quand on a cette faculté de détachement, d'observation, quand on ne se positionne pas en tant que victime. L'état d'esprit est très, très important. Donc, ces transpirations, je me suis dit, bon ben voilà, ça fait ça. Après, il y a les bouffées de chaleur. J'en ai pas eu beaucoup. J'ai remarqué que j'en avais si je prenais du sucre. Ah, c'était pratiquement immédiat. Donc, c'est ce qui m'a fait diminuer le sucre. Et le vin, évidemment, puisque le vin, non seulement il y avait les bouffées de chaleur, mais surtout, il y avait mon visage qui était complètement déformé. Mais quand je dis déformé, c'était les paupières qui tombaient, j'avais vraiment les traits tirés, c'était une catastrophe. Donc, le sucre, ça, c'était vraiment la chose, et ça, je l'ai découvert par moi-même. Bien sûr, j'avais eu cette information par mon ami ostéo quelques années avant à Paris, mais j'ai pu l'expérimenter. Ensuite, donc les bouffées de chaleur, j'en avais pas beaucoup, et je me suis dit, moi qui avais toujours un petit peu froid, je me suis dit, bah, c'est génial, donc j'ai plus froid maintenant. Donc je l'ai pris comme quelque chose qui était agréable, au lieu de voir le côté désagréable, et j'ai changé ma façon de m'habiller en mettant des différentes couches pour pouvoir les enlever, les remettre, les enlever, les remettre. Donc ça, y a quelqu'un qui m'a demandé, quand j'ai fait la version anglaise, par rapport à... J'ai trouvé ça intéressant parce que moi, je n'ai jamais eu ce phénomène-là. Ou alors, j'ai eu, mais pareil, j'ai trouvé dans le côté positif. Cette personne m'a demandé si avec le changement hormonal, j'avais pas eu des problèmes de perte de mémoire. Et bon, des fois, je perds un peu la mémoire, j'ai des trous comme ça, je sais pas, je cherche les mots, surtout quand je dois traduire de français en anglais ou vice-versa, il y a des mots que je ne trouve plus. Mais pour moi, c'est pas de la perte de mémoire, c'est plutôt un manque d'attention dans l'instant. En fait, c'est quelque chose aussi que j'avais expliqué à ma mère et à ma tante. Ma mère a 87 ans, ma tante a 95 ans, et puis il y a quelques années, ils disaient « Ah oui, je perds la tête et tout. » Je fais « Mais attends, maman, peut-être vois ça différemment. Tu as l'habitude de faire, c'est une routine, et c'est vrai qu'on rentre dans des routines, de faire des choses par habitude, parce qu'on les fait tous les jours, et on n'est pas forcément attentif, on n'est pas forcément présent dans l'instant. Et c'est comme ça, je pense, que bien souvent, on oublie, on a posé ça là, on a fait ça, on ne sait pas trop. Donc, j'ai expliqué à ma mère, parce que je l'ai fait pour moi, quand on remarque qu'on a un moment d'absence, comme ça, quelque chose qui nous échappe, peut-être d'essayer d'être beaucoup plus présent dans notre quotidien, dans les choses que l'on fait, même par routine, même qui sont habituelles, même qu'on répète, et être vraiment présent. Je pense que l'acte d'être présent, en fait, il y a quelques années, quand je lisais ça dans des livres, il y a 30 ans, je ne comprenais rien. Je me disais, mais de quoi il parle, de vivre le moment présent? Je ne comprends rien. En fait, maintenant, ça fait sens. Parce que vivre le moment présent, en fait, c'est paradoxal, mais on est hors du temps. Et c'est toujours frais, c'est toujours neuf. C'est pas on est à penser au passé et à rabâcher tout ça, ou à se projeter dans un futur sans trop savoir. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir de projet, c'est pas ça. Mais être dans l'instant présent apporte en fait une autre notion du temps. Comme si le temps, en ce qui me concerne, maintenant, alors qu'il y a 15 ans ou 20 ans, j'avais toujours l'impression que je n'aurais jamais le temps de faire tout ce que je veux faire. Et j'étais toujours en train de courir, toujours en train de... Et en fait, avec la ménopause, comme j'étais très fatiguée, j'ai été obligée de me reposer, Et en fait, j'ai appris à faire des siestes, que je ne faisais jamais, à prendre des temps, à m'allonger, à faire un break dans ce que je faisais hyperactif, et à lire, par exemple.
ou à vraiment prendre ce temps ou m'asseoir et juste ne rien faire, méditer si on peut dire. 10 minutes, 15 minutes, c'est pas la peine de faire des heures. Donc j'ai appris ça et en fait, ça c'est une chose qu'apporte l'âge, c'est d'arriver à savourer l'instant présent. Et maintenant, alors que je vais vers ma fin de vie, j'ai bientôt 65 ans, donc je pense que j'ai encore quelques années, mais on ne sait jamais. Hein. Mais maintenant, c'est comme si j'avais tout le temps. Et c'est un sentiment très agréable, ça apporte beaucoup de paix en fait. Donc en fait, cette période de ménopause m'a apporté énormément de choses, j'ai découvert énormément de choses. Oui, c'est vraiment la fin d'une façon d'être et le début d'une autre façon d'être. Et c'est réellement ça. Et moi, ça a duré 10 ans. Et c'est vrai que mon énergie, bien sûr, je ne peux plus courir comme je courais, sauter dans tous les coins, faire des trucs et tout. Je n'ai pas la même énergie, mais j'ai énormément d'énergie. Et en fait, j'ai une capacité de concentration et de présence qui est totalement différente. Donc, par rapport à cette perte de mémoire, je ne sais pas si c'est fréquent avec la ménopause, mais moi, en fait, ça ne m'a pas réellement affectée. Qu'est-ce qu'il y a d'autre avec la ménopause? Moi, c'est ce que j'ai vécu. Dans mon corps, c'est aussi une période qui a été difficile parce que évidemment ça devait aller avec. J'ai fait une fausse couche à 3 mois au début de 2001. Et en fait, ça a été très douloureux et ça a été aussi émotionnellement très troublant. Mais ça m'a aussi fait apprendre énormément de choses sur moi-même et aussi sur ma relation de couple. Donc, c'est faire le deuil, c'est quelque chose qui est important et c'était faire le deuil de cette partie de moi qui mourait, la jeunesse, quoi, parce que c'est vrai qu'à la mi-vie, et moi c'était assez jeune, bon, j'ai eu aussi mes règles très jeunes. J'ai eu mes règles à 11 ans. Donc, je pense que la ménopause, peut-être, elle arrive aussi tôt, quand on est pubère très jeune. Et en fait, il a fallu faire le deuil de cette partie de vie et le deuil de l'enfant qui était espéré et qui est mort, quoi. Donc, ça a été une période... mais en même temps, quelque part, il y avait bien sûr la tristesse, la douleur, mais en même temps, il y avait cette faculté d'observation et de mettre les choses, les pièces du puzzle bout à bout. Et en fait, quand c'est arrivé, c'était mi-mars 2001, j'avais pris mon billet d'avion pour les États-Unis au mois de novembre avant, donc j'étais pas enceinte. Et j'avais hésité entre 2 dates et j'ai choisi cette date. Et en fait, c'était le mercredi avant de partir, la nuit du mercredi au jeudi, j'ai fait un rêve. Et je rêvais que c'était un petit garçon et que je l'allaitais, mais qui ne pouvait pas prendre le lait et qui se rétrécissait comme un raisin sec. Et dans mon rêve, puisque j'ai quand même beaucoup travaillé sur les rêves avec une analyse jungienne et la symbolique, je savais dans mon rêve ce que ça voulait dire. Mais quand je me suis réveillée, je ne voulais pas y faire face. J'avais toujours une partie de moi qui espérait, mais en même temps, je sentais que mon corps ne vivait plus, mes seins n'avaient plus, il n'y avait plus de présence. Je n'ai rien dit à mon mari et nous prenions l'avion le samedi pour aller à Paris. Et quand nous sommes arrivés à l'aéroport, l'hôtesse me dit « Vous êtes surclassé en business ». Je voyageais énormément, j'avais possibilité d'être surclassée très facilement. Ah, j'ai dit, mais il n'en est pas question si mon mari ne vient pas avec moi. Et c'était tellement fort. Elle a demandé à sa collègue, elle a dit, il y a une autre place. Et en fait, nous avons voyagé tous les deux en business. Et je me suis dit, ah, c'est super, c'est parce que je suis enceinte.
Et vraiment, c'est un cadeau de l'univers. Parce qu'en fait, je ne voulais pas voir que c'était pour m'aider à voyager plus agréablement en faisant une fausse couche. Donc, c'était le samedi. Le dimanche, nous arrivons à Paris. J'avais toujours un appartement que je louais à l'époque. Parce que je ne savais pas encore si j'allais rester aux États-Unis. Et en descendant de la voiture, douleur violente dans le ventre, mais violente, quoi, comme jamais j'ai eu. Et là, je ne pouvais plus occulter. Je savais depuis quelques jours, mais je savais que c'était terminé. Donc j'avais rendez-vous le lundi pour l'échographie du 3e mois avec ma gynécologue. Et en fait, j'ai passé ma nuit en douleur, ne sentant pas aller aux urgences. Et j'avais bien fait, je pense. D'après, j'ai envoyé email à ma sage-femme ostéo, parce que j'ai une sage-femme ostéopathe à Paris, à ma gynéco. Et elles m'ont dit toutes les deux, le matin, j'avais les réponses, c'est mieux de rester à la maison. Et donc, je suis allée à mes rendez-vous. Et à l'échographie, évidemment, il n'y avait plus rien. Et tout allait très vite. Ma gynéco m'a envoyée dans une clinique alors je ne voulais pas, je voulais que ça se nettoie naturellement. Elle m'a dit, il n'en est pas question. À votre âge, avec la ménopause, préménopause, il n'est pas question de laisser faire naturellement. Il faut vraiment nettoyer tout ça. Donc ça a été une expérience intéressante aussi, puisque je n'avais pas eu d'anesthésie depuis quand j'ai été opérée de l'appendicite à 13 ans. Et en fait, ça a été étonnant parce que je pense que l'anesthésie, le produit m'a permis d'avoir un éveil de conscience. Et je pouvais connecter toutes les choses, mais tout était clair, quoi. Mais tout était clair, comme si tout ça, ça avait du sens. Alors, il y avait un côté, la tristesse, au niveau humain, l'émotion, la tristesse, le chagrin. Mais il y avait quelque chose plus profond qui savait que tout ça, ça avait du sens. Et ça a été révélé plusieurs mois plus tard, quand il y a eu le 11 septembre, puisqu'en fait, j'aurais été à terme et nous vivions juste à côté. Moi, j'étais en Corse quand ça s'est passé. Je suis partie quelques jours avant. J'avais demandé à mon mari de venir. Il n'a pas voulu. Il m'a dit, je vais avoir la direction d'un restaurant au pied des Tours, à côté de chez nous. On habitait juste à côté. Et en fait, il n'a jamais eu le rendez-vous pour avoir la direction du restaurant, puisque à 10h du matin, lors de son rendez-vous, le 11 septembre, il n'y avait plus de restaurant, il n'y avait plus de tour. Et moi, j'étais en Corse, et du coup, je suis restée en Corse un mois, parce que notre building a été évacué. Donc, pendant un mois, où est-ce que j'aurais été enceinte à terme? Et dans la panique, dans tout ça, et quand tout ça s'est passé, je me suis dit, mais c'est incroyable comme les choses, elles sont en place, c'est quelque part, même si c'est douloureux à un niveau, c'est juste à un autre, quoi. Donc voilà, donc ça a été mon expérience. Et après cette fausse couche, effectivement, les règles ont pratiquement disparu. Et là, c'est là où, effectivement, peut-être que cette idée de mort qui était là, c'était aussi par rapport à ça. Je ne pouvais peut-être pas voir le message à ce moment-là. Mais c'est aussi symboliquement la mort d'un état pour passer à un autre. Donc voilà, ça a duré 10 ans. Sur les dernières années, c'était pratiquement sur les 5-7 premières années ont été assez difficiles. Les dernières années, ça a été quoi, c'était juste une bouffée de chaleur de temps en temps. La transpiration, c'était au début pendant 2-3 ans. Mais autrement, les idées noires sont parties, et puis l'énergie est revenue, une énergie créatrice très forte en fait. Et puis cette découverte du temps présent et d'être dans l'instant. Donc peut-être qu'il est intéressant pour vous de voir votre gynécologue, de trouver un homéopathe, naturopathe. J'ai aussi un naturopathe à Paris qui était vraiment très bien. Homéopathe, médecine chinoise, acupuncture, médecine quantique, bioénergie, un très bon ostéopathe, si possible, qui est aussi sage-femme, comme celle que je connaissais, qui travaillait aussi sur la voix, parce que la voix est liée avec
tous nos organes en fait, hein, notre expression, et ça part vraiment de la zone sexuelle, de la zone du bas. Quand on fait du chant lyrique, on apprend à contracter depuis le périnée et pour bien tendre la colonne vertébrale et arriver à avoir notre colonne comme un arc pour donner le son le plus haut, ouvrir vraiment la voûte du palais. Et donc ça, tout ça, ce sont des thérapies, même le chant peut aider. Et Christine Michel, sage-femme à Paris et ostéo, travaille et a accouché en chantant et fait ce travail-là. D'ailleurs, il y a des livres, je ne l'ai pas. Oui, il y a un livre de Christine Michel, je vais vous le chercher. Je ne sais pas si elle en a écrit un autre. Donc, voilà, ça c'est un livre de Christine Michel qui peut être très intéressant pour plein de choses concernant nos petits soucis féminins et par rapport à la mémoire cellulaire qui peut être engrammée dans nos tissus au plus profond, de choses que l'on a pu vivre, traumatisme quel qu'il soit par rapport à cette zone-là. Et donc, peut-être aussi investiguer les hormones naturelles, voir un peu comment ça fonctionne au niveau, je dirais, plante, biochimie, et au niveau ésotérique, quelque chose sur les glandes aussi, pour comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau des glandes hormonales, puisque les glandes hormonales sont petites, les glandes sont pas très grosses, mais la substance qu'elles dégagent, qui est infime, sont très très importantes pour tout le fonctionnement du corps et pour notre éveil aussi au niveau de conscience. Donc c'est peut-être un moment privilégié aussi, le prendre comme un moment privilégié pour mieux comprendre qu'est-ce qui se passe dans notre corps en tant que femme. Maintenant, après, ah oui, une chose dont je n'ai pas parlé par rapport à la ménopause, c'est aussi ce qui concerne beaucoup de femmes, la sécheresse vaginale. Donc là aussi, moi j'ai une explication qui est ce qu'elle est, mais ça me regarde que moi. Maintenant, chacun est différent, on est tous différents, c'est pour ça qu'il faut chercher par soi-même, faire ses recherches, faire son travail, ses travaux pratiques et être curieux et sentir des fois les messages qu'on peut avoir à l'intérieur, y prêter de l'attention, ou peut-être même que l'on projette à l'extérieur sur un panneau, dans un livre que l'on lit, ce qui nous attire, sur quelque chose qui est écrit, sur une voiture qui passe. C'est comme ça qu'on reçoit des messages de l'intérieur. Et ça aussi, en étant plus présent, on peut les capter plus facilement, voir les synchronicités qui sont toujours là pour tout le monde, mais c'est simplement la présence qui permet de le voir et de connecter, de faire le lien. C'est ça, faire le lien. Le yoga, c'est faire le lien. Et en fait, c'est le yoga à un niveau, je dirais, global, quoi. Et donc, la sécheresse vaginale, pour moi, elle est plus en fonction du désir. Les femmes autour de la cinquantaine, souvent, on est dans des relations de couple qui sont peut-être un petit peu éteintes, un peu au niveau du désir, peut-être moins, je dirais, vivantes à ce niveau-là. Parce que, bon, y a la routine, et puis il y a la vie avec les enfants, le travail, c'est pas facile. C'est pas facile d'arroser le jardin tous les deux et vraiment d'entretenir ça à deux. Ça demande un travail, ça se fait pas tout seul. Et c'est encore par la présence. Donc, quand il y a du désir, moi c'est ce que j'ai remarqué pour moi, quand il y a du désir, il n'y a pas de sécheresse vaginale. Ça ne veut pas dire que c'est comme ça pour tout le monde, j'en sais rien. Beaucoup de femmes ont témoigné qu'effectivement, c'est ça. Donc, ça, c'est à chacun de voir comment alimenter son désir. Et si vraiment il y a un problème de sécheresse vaginale, là aussi, le gynécologue peut proposer quelque chose. Et il y a des lubrifiants qui sont pas si mal que ça. J'ai parlé, je n'ai pas la boîte ici, mais j'ai parlé dans la version anglaise de la crème Egyptian Magic, qui en fait est une crème antibactérienne, qui est un genre de crème gel, très agréable, fait à base de produits naturels. Et une des spécificités de cette crème, c'est d'être un lubrifiant. Et c'est très agréable. Donc, peut-être qu'il faut trouver une solution.
Si on n'arrive pas à alimenter le désir, peut-être qu'il faut aussi avoir de l'imagination et voilà, et trouver... c'est pour ça, il faut se connaître pour ça. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour par rapport à la ménopause. Si vous avez des questions, bien évidemment, vous pouvez me les poser. Je regarde s'il n'y a pas des choses... non, en fait, pour moi, ça a été le fait d'être un observateur. On est beaucoup moins, comment dirais-je, pas impliqué, mais agi par ces choses-là. Et pour tout, en général, c'est comme ça. Quand on arrive à être dans l'état d'observation, on n'est plus dans l'état d'être agi ou d'être victime de la situation. Mais on est capable d'aller au-delà et d'avoir une vision plus globale de ce qui se passe. Donc, la première chose, je pense, par rapport à la ménopause, c'est de voir que c'est un phénomène naturel et qu'on ne va pas aller dans l'autre sens. Et moi, personnellement, je ne vois pas le sens de vouloir prolonger les règles parce que quand on n'a plus ces règles, c'est merveilleux. C'est vraiment une libération. Et même au niveau sexuel, on n'a plus la peur éventuellement d'être enceinte si on ne veut plus avoir d'enfants et tout ça. Tout ça, c'est fini, quoi. Pas de contraception, pas de tout ça. Donc ça, c'est vraiment une libération pour la femme. Voilà. Bon, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, parce que là, il est un peu tard chez nous, ça va être la nuit bientôt, et je pense que vous aurez cette petite vidéo pour demain matin. Voilà.